Ok. Alors, on va peut-être quand même juste définir la topologie produit parce que c'est important et on en aura besoin. Donc finalement, vous voyez, on fait une séance de TD, ce n'était pas tout à fait prévu, enfin de TD, disons, d'exercice. Mais c'est pas un mal, probablement. J'ai l'impression que c'est utile. Alors, exercice 6. La topologie produit d'un produit fini d'espace topologique E égale E1 croix E2 croix tac 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 croix EN est définie comme l'ensemble des réunions de produits d'ouvert des différents EI. Ok, c'est facile à dire en mots, on va voir comment le traduire. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble produit? Là, c'est un simple produit cartésien. Je suppose que vous connaissez tout ça. Hein. Donc, un élément X appartient à E si il existe X1, enfin XI dans EI, quel que soit I. Enfin bref, pour tout I. Et on note X1, X2, Xn. D'accord? Donc, ça, c'est l'espace produit. Et maintenant, la topologie produit, donc c'est un espace, je peux définir une topologie dessus. Et évidemment, comme d'habitude, on va essayer de ne pas introduire plus de notions qu'on a déjà. Si E1, E2, En, donc si les EI sont des espaces topologiques, c'est-à-dire qu'ils portent eux-mêmes une topologie, donc on a EI, OI, enfin OI est la topologie de l'espace EI. Donc si j'ai des espaces topologiques qui ont déjà leur notion d'ouvert, quand je forme le produit cartésien, ce serait pas mal de récupérer la notion d'ouvert de chaque sous-ensemble pour faire la topologie globale. D'accord? Et donc, ce que dit l'énoncé, là, enfin, c'est la définition. Donc, la topologie produit, elle s'appelle la topologie produit. Hein. Donc, c'est une topologie particulière, mais tout à fait naturelle, sur l'espace produit. La topologie produit est définie comme l'ensemble des réunions de produits d'ouvert des différents EI. Autrement dit, si vous avez un ouvert... on peut le faire dans R2, c'est ultra intuitif. Donc vous avez l'espace E1 ici et l'espace E2 là. Donc c'est deux copies de R. Là c'est R croix R, on va dire, dans le plan ordinaire. Un ouvert dans dans l'espace produit, E1 croix E2, ça va être une réunion, donc ça va être, pardon, un produit d'ouvert, donc vous prenez par exemple un ouvert ici, et puis un ouvert là, et donc le produit de ces deux ouverts, on est d'accord que c'est ça là. Sans la frontière. Donc ça, c'est un ouvert. Alors, l'énoncé est un peu imprécis. Oui, non, parce qu'on parle de réunion, donc ça va. Mais, donc, OK. Donc, ceci est un ouvert. C'est naturel qu'on veuille que ça, c'est un ouvert. Que ça soit un ouvert, pardon. Mais évidemment, il n'y a pas que... Ce n'est pas les seuls ouverts du plan. Ça aussi, c'est un ouvert. Ouais, je vais faire un truc bizarre comme ça. Enfin, si je ne prends pas la frontière, ça aussi, c'est un ouvert. Ouais. C'est un ouvert, mais par rapport à une topologie qui a déjà été posée. Non, alors justement, on définit la topologie produit en disant que si on fait le produit cartésien
d'un ouvert sur chaque ensemble. Donc ici, d'un ouvert sur E1 et d'un ouvert sur E2. Donc le produit cartésien de ces... Donc, c'est-à-dire, bon, je suis à 2D, donc j'ai x1, x2. Je dis que si, par exemple, je prends un ouvert... pardon, allez, on va faire ça comme ça. A1, B1 croix A2, B2. Donc ça, là, il va y avoir A1, B1, et là, A2, B2, par exemple. Ça, c'est un ouvert. L'intervalle ouvert A1, B1 sur E1, c'est un ouvert. Et l'intervalle ouvert A2, B2, c'est un ouvert sur E2. C'est leur topologie à eux. Qu'est-ce que c'est que le produit de ces deux ouverts? C'est l'ensemble des x égale x1, x2. Moi, donc j'ai E1 croix E2. Hein. J'en prends que deux, mais évidemment, on peut prendre autant qu'on veut. Tel que x1 appartient à A1, B1 et x2 appartient à A2, B2. D'accord? Donc je prends tous les points de R2 ici, tels que la première composante est entre A1 et B1 dans l'intervalle ouvert, et la deuxième est dans l'intervalle ouvert à 2B2. Et je dis que ça, c'est un ouvert. Oui, en tout cas, c'est ça la définition de la topologie produit, mais c'est naturel de considérer que cet ensemble-là dans R2 est ouvert si l'ensemble des composantes sur le premier facteur est ouvert et l'ensemble des composantes sur le deuxième facteur est ouvert. En tout cas, c'est ça la définition. Mais non, ça vous paraît naturel, non? Que ce truc-là soit ouvert dans le plan. Donc vous voyez que... donc ça, c'est un ouvert dans le plan par définition. Mais évidemment, ce truc-là aussi, c'est un ouvert dans le plan. Pourtant, ce n'est pas de cette forme-là. Oui, mais c'est des réunions de ce truc-là. C'est-à-dire que si vous dites que tous ces produits d'ouverts comme ça sont des ouverts, alors vous pouvez prendre n'importe quel point de cette patate sans la peau là, que j'ai décidé, et vous pouvez glisser un petit ouvert défini comme ça dedans. D'accord? Sauf si vous étiez vraiment sur la peau, sur la frontière, là vous ne pourriez pas le faire. Hein? Donc c'est bien la notion standard des ouverts qu'on a. D'accord? Donc voilà ce que c'est que la topologie produit. À partir des topologies sur chacun des facteurs du produit cartésien, vous définissez une topologie sur le produit cartésien, sur l'ensemble produit cartésien. Vous définissez une topologie comme étant, à partir des produits d'ouverts dans chacun des facteurs. Et de toutes leurs unions possibles, puisque dès que vous avez deux ouverts, leur union est aussi un ouvert, et leurs intersections aussi. Hein, d'accord. Donc on dit que la topologie est engendrée par un certain nombre de sous-ensembles. C'est-à-dire, vous prenez un certain nombre de sous-ensembles, je ne sais pas s'il y a... Non, je ne savais pas. Si, c'est ça, c'était l'exercice 3. Ah, mais justement, celui qu'on n'a pas fait. Vous prenez un certain nombre de sous-ensembles, et vous dites, je veux une topologie qui contient ces sous-ensembles. Et la plus petite possible, c'est-à-dire la plus grossière possible, celle où je ne rajoute pas tous les éléments. D'accord ? C'est ça qu'on appelle la topologie engendrée. Du coup, on va le faire. Mais voilà. Donc, je veux ces éléments-là, je veux ces ouverts-là dans l'espace produit. Je veux que les produits d'ouverts soient des ouverts. Et après, je rajoute ce qu'il faut, c'est-à-dire leurs unions et leurs intersections, si elles n'y sont pas déjà, pour avoir une vraie topologie. Voilà. Et donc, c'est ça la topologie produit. Voilà. Alors, bon, 14, je passe, puisqu'en fait,
Enfin, la caractérisation, c'est... Oui, c'est pas forcément intelligent comme question, d'ailleurs, j'ai formulé ça comme ça, mais enfin, vous avez compris ce que c'était. C'est-à-dire, je fais des produits d'ouvert, donc c'est l'ensemble des x, x1, x2, xn. Non, ça, c'est peu importe. Oui. Dites. Non, non, parce qu'il n'y a pas de définition de... Vous dites O1 croix O2? Oui, mais en fait, c'est quoi le produit cartésien d'un ensemble de sous-ensembles? Oui. Ça colle pas. Bon, mais vous avez compris, je ne veux pas non plus passer trop de temps, c'est pas la peine de l'écrire mieux que ça. Enfin, la définition est claire, d'accord? C'est la topologie engendrée par les produits d'ouvert. Et vous avez sur chaque facteur une notion d'ouvert, puisque vous avez une topologie, vous en prenez les produits, et voilà. Et s'il en manque, vous en rajoutez jusqu'à ce qu'il n'en manque plus. Voilà, je reviens à l'exercice 3, juste parce que ça prend 2 secondes, et comme ça, vous allez voir concrètement comment on engendre une topologie. Donc, j'ai un ensemble E constitué de 4 éléments, et exprès, j'ai fait des éléments qui vous évoquent rien, juste pour bien marteler que un ensemble, c'est une collection d'éléments. Il n'y a aucun lien entre ces éléments, c'est des éléments. Il commence à y avoir des liens. Quand vous mettez une topologie, à ce moment-là, vous avez une notion de voisinage. Vous pouvez dire qu'il y en a un qui est dans le voisinage de l'autre, etc. Mais voilà, donc voici un ensemble. Donc c'est l'exercice 3. Voici un ensemble. Et je choisis un ensemble de sous-ensembles vide. Le singleton O, le singleton lambda et l'ensemble constitué de 3 éléments, 0, lambda, carré. Voici un ensemble de sous-ensembles. Est-ce que cet ensemble de sous-ensembles est une topologie? Non. Par exemple, l'ensemble complet n'y est pas. Donc c'est réglé, ce n'est pas une topologie. Et la question, c'est quel est le plus petit nombre de sous-ensembles de E qu'il faut ajouter à A pour en faire une topologie? Et quelle est la topologie engendrée? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que si on veut que ce soit une topologie, il faut lui rajouter tout E. D'accord? Donc, je vais faire un intermédiaire. Donc, le vide, le singleton 0, le singleton lambda, le triplet 0, lambda, carré, et l'ensemble E. Bon, je les mets tous 2, O, lambda, carré. Alors ça, c'est déjà un meilleur candidat. Mais est-ce que c'est une topologie? Il manque clairement l'union entre O et lambda. Donc il va falloir que je lui rajoute l'union entre O et lambda. Est-ce que ça maintenant c'est une topologie? Bah, j'ai l'impression que oui.
Pardon, oui, c'est ça. Il y a clairement toutes les unions. Bon, ensemble vide avec union n'importe quoi, oui. O, union, tous les ensembles où ils sont dedans, ça reste le même. Et O, union, lambda, justement, on l'a mis. Lambda, union, O, il y est. Lambda, union, le vide, il y est. Lambda, union, ça, c'est lui. Lambda, union, ça, c'est lui, il y est. Pareil pour lui. Lui, union, lambda, c'est lui-même. Lui, 0, c'est lui-même. Union, le total, c'est le total. Toutes les unions sont là. Pareil, évidemment, ça c'est le total. Et lui, union n'importe lequel, c'est... Voilà, ça marche. Et les intersections, 0 lambda inter n'importe quoi, ça fait soit 0 lambda, soit juste 0, mais il y est. Soit l'ensemble vide qui y est. Et ça inter ça, c'est lui. 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 Ça marche. E inter n'importe quoi, évidemment, ça fait le n'importe quoi en question. Ça marche. Tout est bon. Ça, c'est une topologie. Check. Voilà. Et c'est clairement la minimale, puisque ce qui est sûr, c'est qu'il fallait ajouter E. Et ce qui est sûr, c'est qu'il fallait ajouter l'union, sinon, sinon, c'était pas vrai que l'union de deux ouverts est ouverte. Donc voilà la topologie minimale construite à partir de cet ensemble de sous-ensembles. Et c'est évident qu'on peut toujours arriver à une topologie, puisque au pire, je mets tous les sous-ensembles et c'en est une. Voilà. Donc si vous vous donnez un certain nombre de sous-ensembles, vous pouvez en faire une topologie et vous pouvez prendre la minimale juste en ajoutant ce qui manque. Et à un moment, ça se trouve, il y a besoin de tout ajouter. OK, bah, très bien, vous avez la topologie, je ne sais jamais si c'est la discrète ou la chaotique. Non, c'est la discrète, voilà. Soit vous pouvez vous arrêter avant, et c'est ça la topologie engendrée. Donc la définition de la topologie engendrée, c'est la plus petite, c'est-à-dire la plus grossière topologie engendrée par l'ensemble de sous-ensembles que vous aviez. OK. Ah. Alors, continuons cet exercice. Pour cette topologie, la fonction f de E dans lui-même, définie par f de... Alors, maintenant, donc... OK. Donc, j'ai une topologie maintenant sur E. Je peux me poser la question de la continuité des fonctions. De E dans E, en l'occurrence. Donc, j'ai une fonction f. Alors, donc, E, je vais représenter comme ça. J'ai l'élément 2, l'élément O, l'élément lambda, l'élément carré. Donc ça, c'est E. On est revenu à l'école maternelle, hein, vous avez vu? C'est génial. 0, O, lambda, gamma, voilà. Et j'ai une fonction de E dans E. Alors, quelle fonction j'ai pris là? J'ai pris la fonction qui f de 2 égale 2. OK. Boum. F de O égale lambda. OK. Très bien. F de O égale lambda. F de lambda égale lambda. OK. Et F de carré égale carré. Voilà une fonction bien définie. À chaque élément, il y a une image. OK, elle n'est pas surjective. OK, très bien. Oui, elle n'est pas surjective, elle n'est pas injective non plus. Tous les éléments ne sont pas atteints, 0 n'est pas atteint, très bien. Elle n'est pas injective non plus, puisque deux éléments distincts ont la même image. OK, très bien. Mais enfin, c'est une fonction. Question, est-elle continue? Alors, dans la topologie choisie, sinon ça n'a pas de sens, encore une fois. Donc, pour cette topologie, la fonction f est-elle continue? Alors, voyons. Ce qu'il faut voir, c'est si l'image réciproque, c'est-à-dire la préimage de n'importe quel ouvert, est un ouvert. Alors essayons. L'image réciproque de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, ça marche. L'image réciproque de 0, c'est l'ensemble vide, c'est un ouvert, ça marche. L'image réciproque de lambda, c'est 0 lambda. Est-ce que 0 lambda est dans la topologie? Oui, ça marche. L'image réciproque de 0 lambda carré, c'est 0 lambda carré, c'est dedans, ça marche. L'image réciproque de tout E, c'est tout E, évidemment, c'est dedans.
Et l'image réciproque de 0 lambda, c'est 0 lambda. C'est tous les éléments dont l'image est soit 0, soit lambda. Donc ça marche, cette fonction est continue. Yes. Qu'en est-il pour la fonction g de e dans lui-même définie par... Alors, si maintenant, je vais changer de couleur, je vais mettre du rouge. Donc maintenant, g de 2 égale 2. G de rond égale lambda. Donc pareil. G de lambda égale carré. Et G de carré égale lambda. C'est pas forcément super clair mon truc. Enfin, j'ai juste inversé ces deux-là en fait. Ouais. Cette fonction est-elle continue? Même démarche. L'image réciproque de 0 lambda carré c'est 0 lambda carré, ça marche. L'image réciproque de 0, c'est vide. L'image réciproque de lambda, ah, c'est 0 carré. Ça marche pas. La préimage de 0 lambda, c'est 0 carré. Et ça n'appartient pas à la topologie qu'on a définie. Donc f n'est pas continu. Voilà. Bon, vous voyez, c'est simple. Oui? Et on peut, pas déduire, mais créer des connexions entre les différentes continuités sur les différentes ouvertes. Entre les différents? Parce que la continuité, elle est définie sur une topologie en particulier. Est-ce qu'on peut trouver des connexions entre les continuités sur différentes topologies? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous avez en tête. Par exemple, tout à l'heure, on a montré que pour que toutes les fonctions continues sur la topologie discrète, ouais. c'était toutes les fonctions constantes. Sur la topologie discrète, non, sur la topologie discrète, toutes les fonctions sont continues. Ah, ok. Mais par exemple, sur un même espace, mais deux topologies différentes, est-ce qu'on peut trouver des relations entre les fonctions continues? Non, il y a non, il n'y a pas de il n'y a pas de théorème généraux là-dessus. Non. Vous voyez, parce que cette fonction, elle a l'air d'être la même que celle-là, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est laissé, il y en a deux qui vont sur le même, c'est-à-dire si je le réordonne comme ça va être la même. Je change l'ordre des éléments et ça a l'air d'être la même fonction. Enfin, c'est pas la même fonction. La fonction ne dépend pas de l'ordre des éléments. Mais vous voyez, la structure, là, ça a l'air d'être la même. Mais en fait, il y en a une qui est continue, l'autre qui ne l'est pas, juste parce que c'est pas la même topologie. Et puis voilà, quoi. Ouais. Juste pour vérifier, ici, la préimage de lambda tout court, ça fait aussi 0 carré. La préimage de lambda, c'est 0 carré. Vous avez raison, qui n'est pas dedans. Donc, voilà, tout à fait. La préimage de 0, de lambda, qui est un ouvert, n'est pas un ouvert, donc la fonction n'est pas continue. Absolument. Voilà. Donc c'est clair, la fonction g n'est pas continue, la fonction f l'était. Bon, bah voilà. Ouais. Juste, f moins 1, la préimage de lambda par f, on a dit que c'était 0 lambda. Est-ce que c'est 0 union lambda Non, c'est le sous-ensemble constitué des deux éléments 0, lambda. Alors après, vous pouvez dire effectivement que l'ensemble 0 lambda, oui, c'est vrai que c'est l'ensemble 0 union l'ensemble lambda. C'est vrai. Mais ça, c'est un ensemble en soi.
c'est un ensemble composé de deux éléments, 0 et lambda. Donc on peut écrire les deux, ça pose pas de problème. Oui, mais ce qui compte, enfin, ça, c'est cet ensemble-là. Et donc, ce que vous voulez voir, c'est est-ce que l'ensemble en question, celui-là ou celui-là, évidemment, c'est le même. Donc, est-ce que cet ensemble-là, il est là-dedans? Et donc, là, vous ne le savez pas. Il faut comprendre que ça, en fait, c'est ça. Ah oui, donc il y est, d'accord. Mais... ouais. Je comprends pas pourquoi la continuité, c'est une propriété de la fonction dans le sens où la fonction elle est définie sur un ensemble E et elle se fiche qu'on n'a pas besoin de définir une topologie pour définir la fonction. Ah, la fonction, oui. Mais pour définir sa continuité, si. On a besoin. Okay. Parce que sinon, les points... Sinon, vous n'avez pas de notion de convergence, de limite. Sinon, vous n'avez pas de notion de proximité entre les points. Un ensemble de points, sans structure, juste l'ensemble de points, c'est comme des billes dans un sac. Elles sont toutes là, mais ça n'a aucun sens de dire qu'il y en a une qui est proche d'une autre. Et donc, quand vous dites, vous voulez qu'une fonction soit continue, c'est-à-dire vous voulez que si vous tendez vers un certain point, les images doivent tendre, donc les images doivent tendre vers l'image de la limite. Il faut une notion de limite, il faut une notion de proximité pour pouvoir dire, voilà un voisinage, si j'ai un voisinage autour du point, au bout d'un certain temps, il faut que tous les points arrivent dans le voisinage. Enfin, vous voyez, si vous avez juste des points qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, ça veut dire quoi que c'est continu? Intuitivement, continu, c'est si vous partez d'un point qui n'est pas loin, ça doit donner un point qui n'est pas loin. Mais si pas loin n'a pas le moindre sens parce que vous n'avez pas de notion, vous avez juste des points isolés, vous ne pouvez pas parler de continuité si vous ne parlez pas de topologie. C'est vraiment la clé. Okay. Notre intuition de continuité, c'est qu'effectivement, hein, si ce point-là va vers ce point-là, un point pas loin doit aller pas loin. Il ne doit pas se retrouver d'un seul coup comme s'il y avait une déchirure dans la fonction, quoi. Et encore une fois, pour ça, il faut avoir une notion de ce que veut dire être pas loin. Et c'est donné par une notion de voisinage, et donc ça a besoin de la topologie. OK, donc je reviens à la topologie produit. Montrer que les projections... Je reviens à la topologie. Montrer qu'avec la topologie produit, les projections sur les différents facteurs sont continues. Alors ça, c'est important. À nouveau, c'est simple, mais c'est important. Donc, j'ai cet ensemble qui est le produit de ces ensembles, chacun étant en fait un ensemble, un espace topologique, avec chacun sa topologie. Je l'avais écrit EI-OI. J'ai défini la topologie produit, oui. Pour être sûr de ce que vous avez défini par topologie produit, c'est en gros un produit d'éléments de chaque ouvert, de chaque ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Je prends dans chaque... si j'ai donc soit UI dans OI, donc je prends un élément dans chacun des facteurs, donc UI sous-ensemble de EI qui se trouve être ouvert. À ce moment-là, effectivement, je peux définir l'ensemble U, UI, ce serait le produit des UI. Donc U1, croix U2, croix UN. Ceci est un ensemble qui est bien identifié, d'accord? Vous voyez ce que c'est, un produit d'ensemble. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des X égale X1, X2, Xn, tel que X1 est dans U1, X2 est dans U2, etc. Xn est dans UN. D'accord? Ça, c'est l'ensemble produit de ces ensembles. C'est clair pour tout le monde, ça? Ça, c'est un ensemble, ça, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Le produit de ces ensembles, c'est l'ensemble des points de l'espace produit
tel que chaque coordonnée, chaque facteur, chaque composante du produit, on va dire, est dans l'ensemble en question. D'accord. Donc ce qu'on appelle la topologie produit, c'est la topologie engendrée par ces ensembles-là. On vient de voir, c'est pour ça que j'étais revenu en arrière, on vient de voir ce que c'est que la topologie engendrée. Vous avez un ensemble, vous vous donnez un certain nombre d'ensembles dont vous dites « cela, je veux qu'il soit ouvert ». Et à partir de ça, s'il y a besoin de compléter, vous complétez, mais vous allez aboutir à une topologie. Vous prenez la plus petite possible, vous rajoutez juste ce qui a besoin d'être ajouté pour que ce soit une topologie, et vous n'en rajoutez pas d'autres, parce que sinon, vous pouvez rajouter jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à tous les ensembles, et ce n'est plus une topologie que vous allez engendrer, enfin, elle n'a plus rien à voir avec ce dont vous êtes parti. Donc la topologie engendrée, c'est juste la plus petite topologie, la plus grossière, avec celle qui a le moins d'éléments, que vous formez à partir des éléments dont vous avez décidé que vous vouliez qu'ils soient ouverts. Donc, on veut clairement que ces éléments-là soient ouverts dans la topologie produit, puisque c'est des produits d'ouvert. Okay. Donc, à nouveau, l'image dans R2, ça c'est un ouvert, vous voulez que ça soit, et ça aussi, vous voulez que ça soit un ouvert. C'est le produit de ces deux ouverts. Et puis, du coup, vous engendrez la topologie globale de l'espace, ici R2, de l'espace produit, en disant, je veux tout cela, et puis rajoutez ce que vous voulez pour que ça soit une... pas ce que vous voulez, ce qu'il faut pour que ce soit une topologie, et rien de plus. C'est ça la topologie produit. Alors, la question qu'on nous pose maintenant, c'est montrer que dans cette topologie, les projections sur les différents facteurs sont continues. C'est quoi les projections? Eh bien, je vais la noter pi. La projection pi est une fonction, par définition, c'est une fonction de E dans EI, donc dans un des facteurs, qui a x égale x1, x2, xn, associe quoi? Xi. Donc, pi de x, c'est xi. Alors attention, ça, ce n'est pas forcément des nombres réels, etc. Là, si c'est Rn, c'est des nombres réels, mais sinon, ça peut être voilà, des éléments de 0 lambda carré, comme j'avais. Peu importe. Ceci est un produit d'espace, donc, je l'écris, enfin, c'est la définition du produit cartésien, c'est une collection ordonnée, donc l'ordre est important, c'est une collection d'ordonnées d'éléments chacun dans l'ensemble qui lui correspond. Et la projection sur le ième facteur, par définition, je vais le noter en toutes lettres, projection sur le ième facteur, par définition, c'est la fonction qui prend un élément quelconque et qui donne la valeur du ième facteur. C'est naturel, c'est simple. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que ça, c'est continu si on a pris la topologie produit. Alors, comment faire ça? Pour montrer qu'une fonction est continue, c'est toujours la même chose. On prend un ouvert de l'ensemble d'arrivée, on prend sa préimage, et on voit si c'est ouvert ou pas. Alors, soit UI dans OI. Donc j'ai pris un ouvert du ième facteur. Et je m'intéresse à sa préimage. Donc c'est quoi la préimage par la projection sur le ième facteur de UI? Eh bien, par définition, c'est l'ensemble des x égale x1, x2, etc., xn dans E. Donc, c'est l'ensemble des antécédents tel que l'image soit dans UI. C'est-à-dire tel que, en fait, xi soit dans UI. Et puis les autres, x1, x2, xn, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, la projection sera xi, donc c'est bien dans la préimage. Eh bien, je prétends que ça,
cet ensemble-là, c'est... Est-ce que vous pouvez me le dire ce que c'est? En termes de produit d'ensemble, oui. Ça va être E1 fois E2 jusqu'à I-1. Et là, on prend la coordonnée qui nous intéresse. Ici. Et fois le reste de... Alors, on prend xi, mais là, c'est pour plein de xi possible. Donc, ui. C'est ça. Donc, exactement, bien vu, c'est E1, croix E2, croix, donc je vais le mettre explicitement EI-1, croix UI, croix EI plus 1, croix EN. Évidemment, si UI est au début, enfin bon, vous avez compris. Enfin, c'est le produit des EI, mais vous remplacez EI, bon, c'est un peu... Alors, vous remplacez EI par UI. Je vais réécrire. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que cet ensemble-là, c'est quoi? C'est l'ensemble des x égale x1, xn, tel que, il n'y a aucune restriction sur x1, donc tel que x1 soit dans E1. Enfin, la restriction, c'est que x1 est dans E1. Bah, oui, évidemment. Donc, x2 est dans E2, etc. Enfin, en fait, tous les xj sont dans EJ pour j différent de i. Et par contre, il faut que le xi ici soit dans ui. Bah, c'est exactement ce qu'on avait écrit là. Puisque dire que les xj sont dans les EJ, c'est comme donner aucune restriction, aucune condition. Parce qu'évidemment, c'est un élément de l'ensemble, donc il est dedans. Oui? Pourquoi ça ne marche pas si on remplace UI par le singleton XX? Ah non, parce que xi, c'est juste un des éléments de ui. Dans la préimage de ui, vous avez tous les éléments dont le xi est dans ui. Il y en a plusieurs. Il peut y en avoir qu'un. Si jamais ui, c'est le singleton xi, ok. Mais c'est l'idée que vous aviez. Hein. C'est juste que xi ici, c'est une variable. N'importe quel élément de ui va se projeter, enfin, tel que xi et ui, va se projeter sur ui. Tout ça est complètement évident en réalité. Hein. Mais vous voyez que c'est intéressant. Ça veut dire que avec la topologie produit, si vous avez un certain ensemble quelconque dans l'élément produit, ici R2, vous pouvez le projeter sur le premier facteur, vous pouvez le projeter sur le deuxième facteur, et cette projection est une fonction continue. C'est très, très, très intuitif dans R2. C'est-à-dire que si vous avez une courbe continue là et que vous la projetez là, ça va être continu. Il ne va pas y avoir d'un seul coup... Enfin, non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Si vous avez une fonction là... Non, pardon, je prends à l'envers. La fonction projection, à ce point-là, attribue ce point-là, au point d'à côté, attribue ce point-là. On voit bien qu'un point qui est juste à côté, qui est dans le voisinage, un point proche, va forcément se projeter proche. C'est en ce sens-là où la fonction f est continue. Si vous avez une suite qui tend vers un point, eh bien, les projections, elles vont tendre vers la projection, bien évidemment. D'accord? Mais justement, la topologie produit garantit ça. Et alors, en fait, et ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, en fait, la topologie produit telle qu'on l'a définie, là, comme ça, enfin, ouais, la topologie produit, c'est la topologie initiale des projections. C'est-à-dire que c'est la topologie la plus grossière qui fait que les projections sont continues.
D'accord? Donc si vous dites, j'ai un produit cartésien, comme ça, d'ensemble quelconque, chacun avec sa propre topologie, et je veux que les projections, c'est-à-dire que si je me restreins à un des facteurs, à une des composantes, je veux que ces projections soient continues. Quelle est la topologie qui assure ça? La topologie, encore une fois, si vous prenez la topologie avec tous les sous-ensembles, ok, ça va être continu. Mais vous voulez la plus grossière, celle qui coûte le moins. Vous n'avez pas besoin d'ajouter tous les ensembles. La topologie la plus grossière qui assure la continuité, c'est justement la topologie produit. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que si vous avez des ensembles, chacun avec leur topologie, il y a une façon naturelle canonique de fabriquer une topologie sur l'espace produit. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, on a tous la topologie de R. Et en fait, la topologie Rn, la topologie naturelle de Rn, c'est la topologie produite. Produit à ce sens-là. Hérité de la topologie de chacun des R que vous mettez en produit cartésien. Alors c'est vrai pour R, mais c'est vrai, on peut définir la même chose pour n'importe quel ensemble. Et soit dit en passant, la topologie induite par la topologie de Rn sur R considéré comme sous-ensemble de Rn, vous vous rappelez quand on fait la topologie induite, on a le grand ensemble, puis on prend un sous-ensemble là-dedans, et je déclare ouvert les intersections des ouverts du grand ensemble avec l'ensemble en question. C'était la topologie induite. Eh bien, la topologie standard de R, c'est bien la topologie induite sur R par la topologie standard de Rn. Et inversement, la topologie standard de Rn, c'est la topologie produit tirée du produit cartésien des différents n, R, avec leur topologie standard. Bref, tout ça se tient. C'est pour ça qu'on a une idée de topologie qui est très intuitive, parce qu'elle est fondée sur une distance, et donc tout le reste en découle. Mais tout ce qu'on a fait là, à aucun moment j'ai parlé de la distance entre les points. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai une notion d'ouvert, donc de voisinage, etc. OK. Septièmement, topologie standard sur Rn. Bon, je viens d'en dire assez. Rappelez la définition. Okay. On l'avait donnée dans le cours. Montrer qu'il s'agit de la topologie produit des n copies. Bon, ça, je pense que ça vaut mieux qu'on fasse, parce que j'imagine qu'on n'a plus trop de temps. Il faut qu'on fasse le dernier, qui est le clou de cette feuille. Montrer que la notion de topologie, telle qu'on l'a définie, enfin, pardon, la notion de continuité telle qu'on l'a définie au sein de la topologie, enfin, de la discipline mathématique de la topologie, comme étant une fonction est continue si la préimage de tout ouvert est ouvert, montrer que cette définition, c'est bien la définition de la topologie, de la continuité, pardon, qu'on a en tête depuis toujours. Et donc, c'est l'exercice 8. Alors, allons-y. Montrer que cette définition, donc la définition topologique de la continuité qu'on demande de rappeler, bon, ça c'est ce que je viens de dire, montrer que cette définition est équivalente à la notion standard de continuité pour une fonction de R dans R avec la topologie standard. Donc, commençons par ça, effectivement. J'ai une fonction f de R dans R qui, à x, associe f de x. Alors, on dit que f est continu si la définition standard de la continuité pour une fonction de R, f dans R, c'est quoi? On dit que donc, f est continu en x0, si et seulement si, enfin c'est la définition, si et seulement si, alors, quel que soit, vous vous rappelez,
Quel que soit epsilon, il existe delta tel que... Ça vous rappelle des bons souvenirs. Quel que soit epsilon positif, il existe... Donc, je fais le dessin pour que vous le voyez bien. Donc, j'ai... X, f de x. Et l'idée, c'est que... Donc, je regarde la continuité en x0. Et ce que je veux, c'est... Et donc là, j'ai f de x0. Ce que je veux, c'est que si je me restreins à un petit intervalle ici autour de f de x0, il y a moyen de se restreindre à un petit intervalle autour de x0 pour que tous les points d'ici soient dans l'intervalle là. D'accord? C'est ça la continuité. Donc, quel que soit epsilon positif, le epsilon, ça va être là, ça va être le demi-intervalle. Il existe un petit delta ici, tel que si x moins x0 est plus petit que delta, alors f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. C'est-à-dire, si je vais suffisamment près de x0, j'arrive aussi près que je veux de f de x0. Tout le monde est familier avec ça. Très familier. Très, très, très familier. Vous auriez pu l'écrire en... OK, bon. Mais c'est très simple. Hein. C'est vraiment, ça veut dire que... voilà, si x0 arrive en f de x0 ici, il faut que si je suis près là, j'arrive près là. Et aussi près que je dois être, j'ai besoin... Enfin, bon, bref, voilà, vous avez compris. Bien. Donc, voyons que montrons que ça, c'est équivalent à la définition topologique de la continuité, c'est-à-dire que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Alors, commençons par montrer que ça implique la définition de la topologique, puis après, on fera dans l'autre sens. Comme ça, on verra, c'est équivalent, c'est la même notion. Alors, donc, soit un ouvert... soit un ouvert, ou soit un ouvert de R contenant... En fait, ça doit être vrai quel que soit l'ouvert. Donc, oui, enfin... Soit un ouvert de R contenant f de x0, d'accord? Je prends un voisinage de f de x0. Oui. De? Ah oui, oui, oui. Non, oui. Là, je veux montrer que c'est la même notion de continuité que pour une fonction de R dans R avec la topologie usuelle. D'accord? Donc, enfin, boule, c'est une boule à une dimension, mais oui, donc c'est un intervalle, ouais, c'est bon. Donc, soit un ouvert de R qui contient f de x0. Alors, ça doit être vrai pour tous les ouverts de R. Donc, j'en prends un, par exemple, celui-là. Enfin, celui-là, enfin, pardon, je vais le dessiner en vert. Un ouvert qui contient f de x0, par exemple, ça, là, union ça, why not, union ça. Voilà, ça, c'est un ouvert. Je prends un ouvert de R qui contient f de x0. Je veux montrer que son image réciproque... Ouais. On peut dire que tout voisinage de taille epsilon existe un voisinage de taille delta. Oui. On a un identique de voisinage. Oui. Oui, oui. Mais il faut que je montre que l'image réciproque de f, par f d'un ouvert quelconque, est un ouvert. Alors, en fait, je regarde la continuité en x0, donc je vais me restreindre, si vous le voulez bien, à un ouvert connecté autour de x0. Après, simplement en procédant par l'union, ça marchera aussi. Donc, je voulais faire un cas complètement général, mais après, par union d'ouvert, ça marchera tout aussi bien, on l'a vu. Donc, je prends un ouvert qui entoure f de x0.
et je veux montrer que son image réciproque est un ouvert. Oui, alors en fait, ça va être vrai si f est continu partout. Donc je prends un ouvert qui contient f de x0. Oui, donc il existe, par définition, si c'est un ouvert qui entoure f de x0, il existe un petit intervalle autour de... il existe un epsilon positif, tel que je vais le noter comme ça, f de x0 moins epsilon, f de x0 plus epsilon, soit donc un ouvert U, soit dans U, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, bien sûr, parce qu'il est un voisinage. Oui, et la préimage, oui, en fait, okay. La préimage de, je vais les engendrer comme ça. Je prends un ouvert particulier. En fait, je prends un ouvert de cette forme-là, un voisinage ouvert de cette forme-là. Ce que je vais, oui, après on procédera par union intersection. Cet ouvert-là, calculons sa préimage et montrons qu'elle est ouverte. Pardon, je m'y prends mal. Je vois le temps. Quelle heure il est? J'ai peur de... Il est 50. Oui, c'est ça. J'ai l'horloge qui me clique dans la tête. Ça me perturbe un peu. Alors, attendez. Donc, je veux montrer que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Donc, je prends un élément dans l'image réciproque et je veux montrer qu'il y a un petit intervalle autour. Alors, vu qu'on a peu de temps, je me demande si je ne vais pas plutôt vous faire le cas général. Là, je voulais vous montrer que pour une application de R dans R, ça correspond à ce qu'on veut. Et la question d'après, c'est, de manière complètement générale, montrer que ça correspond à ce qu'on veut. Et je me demande si, parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire les deux, et évidemment, si je le fais dans le cas général, ça impliquera le cas particulier. Ce sera peut-être plus simple. Non, c'est quand même bien de montrer ça. Alors, l'image réciproque de l'ouvert. Donc, je prends ce voisinage-là. Quelle est son image réciproque? OK, pré-image de F. Ah, d'accord. Donc, je prends un point... OK, ça y est, j'ai compris. Il ne faut pas que je cherche à me focaliser sur x0. Je prends un ouvert... donc, soit un... Oh, ça y est, excusez-moi. Soit un ouvert de R, soit un ouvert de R. C'est-à-dire, c'est l'image de F. F va de R dans R. Je prends un ouvert du R d'arrivée. D'accord? Avec la topologie standard. OK. Donc, je prends l'image réciproque. Donc, soit un ouvert U, soit un ouvert de R, U, dans l'image de F. Excusez-moi. Donc, je prends la pré-image par F de U. OK?
je prétends que ça, c'est un ouvert. Si f est continu. C'est ça qu'on veut, on est d'accord. Si j'arrive à montrer que ça, c'est un ouvert, alors j'aurais montré qu'effectivement, sous l'hypothèse que f est continu avec la définition habituelle, j'aurais montré qu'effectivement, la définition habituelle implique la définition topologique. Donc, je prends un élément x0 dans la préimage de U, et je veux montrer qu'il existe un petit intervalle autour de x0 qui est contenu dans la préimage de U. D'accord? Eh bien, c'est simple. Je prends un certain x0. Ce x0 a un certain, donc soit x0 quelconque dans la préimage de U. Par définition, j'ai f de x0 qui appartient à U. D'accord? C'est la préimage de U, c'est-à-dire que si je prends un élément de cette préimage et que je l'applique, j'arrive dans l'élément, dans l'ensemble en question. Donc f de x0 est dans U. Mais U est ouvert. Hein? Donc, soit un ouvert de... Voilà. U est ouvert. Donc, si U est ouvert, il y a un petit intervalle dans U qui entoure x0. Donc, il existe epsilon positif tel que f de x0 moins epsilon ouvert, virgule, f de x0 plus epsilon ouvert, est dans U. C'est la définition de U est ouvert dans la topologie habituelle. Et par conséquent, comme par ailleurs, quel que soit epsilon tel que il existe delta tel que, donc ça c'est dans U, et par conséquent, la préimage, donc il existe delta positif, je fais comme ça, tel que la préimage par f de cet intervalle-là soit contenu non, excusez-moi, il existe delta positif, je ne vois pas clair, je suis désolé, tel que x0, ça y est, on y arrive, hein. Pardon, voilà, soit inclus, voilà. Est-ce que vous voyez ça? C'est exactement la traduction de ça. C'est-à-dire que il existe un delta tel que si je pars de x0 à plus près que delta, j'arrive à plus près que epsilon de f de x0. Donc, ça, c'est bien dans la préimage de ça, puisque l'image de ça, toutes les images du petit intervalle delta autour de x0 arrivent dans cet intervalle-là. Tous les points d'ici ont leur image là-dedans, donc effectivement, ça, c'est inclus dans cette préimage. Mais la préimage de ce truc-là, qui est inclus dans U, c'est évidemment inclus dans la préimage de U. D'accord? J'ai U, j'en fais la préimage. Si je prends un sous-ensemble de ça, je vais arriver dans un sous-ensemble de ça. Je ne peux pas en sortir puisque je pars de dedans et j'avais pris déjà tout. Donc il est évident que cette préimage d'un truc qui est plus petit, qui est contenu, pardon, c'était pas appartient, c'est inclus ici. La préimage d'un truc qui est inclus dans un truc plus grand est dans la préimage du truc plus grand, bien évidemment. Par conséquent, ça y est, c'est fini. J'ai montré que si x0 est dans la préimage de U, j'ai trouvé un intervalle ouvert qui est entièrement, qui contient évidemment x0,
et qui est inclus dans la préimage de U. Donc la préimage de U est ouverte, point. D'accord? Il n'y a rien d'autre à en dire, c'est fini. Excusez-moi, j'étais parti je ne sais pas où, je ne voyais pas clair, maintenant c'est clair, ok? Donc, la définition habituelle de la continuité dans la topologie standard pour F implique la définition de topologie que l'inverse d'un ouvert est un ouvert. Maintenant, il nous reste à faire l'autre sens. Supposons que la préimage de n'importe quel ouvert est ouvert, est-ce qu'on peut en déduire la continuité habituelle? Réponse oui, bien sûr. Et on va le montrer. Peut-être qu'il n'y a même rien d'autre à écrire. Peut-être il suffit juste d'inverser. Donc, il faut... Donc, je suppose que f-1 de U est ouvert, quel que soit U ouvert. Très bien. Alors, ben, je vais prendre en particulier, voilà, soit l'ouvert, f de x0 moins epsilon, f de x0 plus epsilon. Sa préimage est ouverte. Pré-im par f, donc celui-là je le note, je le note comme ça. La préimage de ça est ouverte. C'est l'hypothèse que la préimage de n'importe quel ouvert est un ouvert. Donc ça c'est un ouvert, donc sa préimage est un ouvert. En particulier, cet ouvert-là, il contient x0. Est un ouvert qui contient x0. Puisque f de x0 est dedans, donc sa préimage contient x0, c'est sûr. Donc ceci est un ouvert qui contient x0. Et si c'est un ouvert qui contient x0, au sens de la topologie dans R standard, alors à ce moment-là, je peux trouver un petit intervalle autour de x0 qui est contenu dedans. Donc, il existe delta, tel que x0 moins delta, x0 plus delta, est contenu là-dedans. Est contenu dans la préimage de ce machin que j'ai construit là-haut, f de x0 moins epsilon, f de x0 plus epsilon. OK, là j'ai juste réécrit la même chose. Il y a un petit intervalle autour de x0 qui est dans la préimage, qui est dans ce truc-là, puisque ce truc-là est ouvert. OK, mais donc, si je prends l'image de ça maintenant, je vais effacer ça, ça aussi, ça aussi. Si ça, c'est dans la préimage, ça veut dire que si je fais l'image de n'importe quel élément là-dedans, je vais tomber là-dedans. Donc, quel que soit x dans x0 moins delta, x0 plus delta, f de x est dans ça. Ben voilà. Donc on avait pris un epsilon quelconque. Donc finalement, quel que soit epsilon, j'ai pris un epsilon quelconque. Quel que soit epsilon, j'ai montré qu'il existait delta, tel que cet intervalle-là, tel que l'image de cet intervalle-là soit contenue là-dedans. Donc, tel que, effectivement, si x moins x0 est plus petit que delta, c'est ça que ça veut dire. X, ça, là, ça, c'est ça. Ça veut dire ça très exactement. C'est équivalent.
c'est la même chose, tel que ça implique f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. Vous êtes d'accord que ça, c'est exactement équivalent à ça, c'est exactement la même chose. Et donc ça, c'est bien ce que j'avais là. Je viens de montrer que l'hypothèse que l'image réciproque la préimage, l'image réciproque d'un ouvert soit un ouvert, implique la continuité autour de n'importe quel point x0. C'était aussi quel que soit x0, bien sûr. J'ai pris un ouvert quelconque avec un x0 quelconque et un epsilon quelconque. Si c'est vrai que l'image réciproque de tous les ouverts est un ouvert, alors en particulier, l'image réciproque de cet ouvert-là est un ouvert. Si c'est un ouvert, sachant qu'il contient x0, il contient forcément un petit intervalle autour de x0. Et donc l'image de ce petit intervalle doit être contenue là-dedans. Et bien c'est exactement ça la continuité. Donc vous voyez, c'est simple en fait. Pardon, je ne l'ai pas vu tout de suite, là j'étais un peu pressé par le temps. Mais donc, il reste à montrer exactement la même chose pour, pas de R dans R, mais pour n'importe quelle topologie. Mais vous refaites exactement ce raisonnement, vous allez voir que vous remplacez intervalle par voisinage, et c'est exactement la même démonstration. Donc c'est la même chose. La notion de continuité qui dit « je me donne un ensemble d'ouverts » qui vérifie que les intersections, les unions, etc. Je me donne ça et j'exige que l'image réciproque d'un ouvert soit un ouvert, c'est très exactement dire que la fonction est continue au sens ordinaire. Sauf qu'il n'y a pas besoin de notion de distance, il n'y a pas besoin d'être dans R, mais il n'y a pas besoin d'une... Enfin, oui, il n'y a pas besoin de distance, il y a juste besoin d'une topologie. Bon, j'ai essayé de faire l'espace tangent, les vecteurs, tout ça aujourd'hui, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Je pense que c'était peut-être pas inutile d'avoir fait ça. Reprenez-le tranquillement si c'est pas super clair, mais... Allez, et la semaine prochaine, ça va être beau, c'est promis.